Voilà, donc généralement, si je vous montre pas les étapes où je suis sur la terrasse, c'est parce que c'est un peu ridicule hein, de travailler comme ça. Donc en général, je le montre pas. Donc je vais juste vous montrer vite fait ce que je fais là. En fait, je vais faire en sorte, si j'y arrive, parce que j'ai toujours fait ça avec des frettes en nickel argent et là c'est des frettes en acier inoxydable, donc j'ai un peu à la fois pas envie d'arracher les frettes en les ponçant et je sais pas si mon outil suffira pour faire ça. Et donc le principe c'est qu'une fois que vos frettes n'accrochent plus à la râpe, vous pouvez faire en fait tout le long comme ça et vous allez finir par imprimer un léger radius, une courbe à votre touche pour ce qu'on appelle avoir des côtés qui sont arrondis ou rounded edge en anglais, ce qui rend l'instrument plus confortable et qui commence à créer la bordure que vous devrez faire en finition, pardon. Parce que là c'est légèrement coupant. D'ailleurs je me suis coupé dessus la dernière fois. Donc vous prenez votre instrument. C'est pas facile de faire ça comme ça. Puisque en fait je dois regarder en même temps la caméra parce que si ça vous voyez là. Et donc ça a l'air de marcher hein. Voilà, si vous regardez bien, voilà, je le descends. On va voir le côté qui est déjà un peu arrondi, j'ai déjà commencé à le faire. Hop. Attends. Là, voilà. Voilà. Donc là, on sent encore les frettes, hein, ce qui est un peu normal vu que c'est encore juste poncé à la râpe à métal. Au final c'est plus facile que ce que j'aurais pensé puisque c'est de l'acier inoxydable, hein, c'est pas des frettes en nickel argent. Et donc on va continuer bientôt. Celui-là qu'il faudrait...
Je vous montre ça vite fait. Donc j'ai mis les férules de mécanique sur la tête de la basse. Et donc j'ai fait ça avant de mettre le finish parce que, comment dire, l'arrière, j'ai fait des trous plus petits pour que les mécaniques rentrent juste comme il faut. Et là j'ai fait des trous avec un foret à métal, ce que je n'aurais pas dû, mais au final comme vous le voyez ça rend finalement pas si mal que ça. Bon, sur les prochains modèles je devrais vraiment gérer ça mieux. Mais en fait si je fais ça avant, c'est pour pouvoir, avant de mettre le vernis, gérer le positionnement des mécaniques, poncer ce qu'il faut poncer pour que ça rentre bien au niveau des férules, hein, puisque il y a peut-être du jour où comment le bois est peut-être un peu, comment dire, décalé par rapport à la position de la férule, donc il va falloir que je regarde ça, que je positionne les mécaniques pour qu'elles soient droites par rapport au plan horizontal, enfin perpendiculaire. Comment dire ça? Donc en fait je fais ça pour que les mécaniques elles soient bien plaquées et que le, comment dire, ce qu'on appelle, ce qui va vous servir à mettre les mécaniques dessus soit bien droit, perpendiculaire par rapport à la plaque, pour pas qu'il y ait de tension trop sur les férules et que ça les fasse sortir. Donc je fais ça avant pour pas avoir à poncer le vernis. De toute façon je devrais de toute façon repasser ici après avoir mis la couche de vernis, mais ça me permettra d'avoir moins de travail dessus et de moins tout cradosser. Et du coup les férules, le problème c'est que ça va être assez chiant à enlever. Bon, il y en a deux que j'ai mis plus facilement que les deux autres. Je sais pas si je vais utiliser cette technique là, mais en gros lorsque vous chauffez la férule elle s'en va beaucoup plus rapidement puisque ça dilate le bois autour. Alors du coup vous allez me dire pourquoi faire des trous plus fins. En théorie quand c'est bien fait, ça permet de placer à la fois la mécanique et la férule beaucoup plus rapidement et simplement, plutôt que de poser la mécanique. Et qu'après lorsque vous vissez en fait vous allez décaler légèrement la mécanique et ça ira pas. Tandis que si vous faites le trou juste un peu plus large que l'axe qui va vous permettre de mettre les cordes dessus, ça va directement bien le mettre et du coup la férule risque pas de bouger ou de vouloir sortir de son logement par la pression de la mécanique. Mais du coup ça rend l'opération un peu plus longue. Et donc alors un problème que vous allez sûrement souvent avoir, c'est que lorsque vous faites des mécaniques en ligne par rapport aux mécaniques qui sont 2x2 ou 3x3 pour les guitares, c'est que c'est pratiquement impossible d'arriver à avoir un résultat parfait en fait. Après si vous décalez en fait les mécaniques, il y aura moins cet effet là de voir qu'elles sont pas exactement au même endroit, mais en général celles qui sont en ligne, comme elles sont, le motif se répète, on voit beaucoup moins le fait qu'elles soient décalées les unes par rapport aux autres, mais c'est jamais vraiment parfait. Même à la CNC, hein, parce que j'ai des Gibson où par exemple les trous des mécaniques sont faits avec une perceuse à 6 ou 4 broches, ça reste pas vraiment parfait en fait.
Donc c'est pas une meilleure technique qu'une autre, mais au moins ça vous permet d'avoir vos trous directement prêts. Pour pouvoir pas vous inquiéter quand vous allez visser dans votre vernis de glisser ou quoi que ce soit. Hop. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour visser ça par contre ici? Certain que ça marche très bien ça. On va voir. Donc basiquement ce que ça permet de faire c'est d'être vraiment préparé et si vous avez des problèmes avec les vis de pouvoir les régler tout de suite plutôt que d'attendre d'avoir la finition et que ça soit beaucoup plus un problème. Après ça reste un choix et non pas une obligation. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vis de mécanique sont souvent très fragiles. Donc il faut faire attention. Là, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, j'ai la mécanique qui me gêne, donc il va falloir que je trouve une technique un peu mieux pour m'appuyer dessus. Hop. Alors en fait ce que je fais c'est que je mets ma dernière couche de protection pour avoir après juste à reponcer un petit peu et d'avoir ma tête à peu près comme elle doit être puisqu'il y avait encore des creux dans le logo que j'ai un peu rempli avec, comme vous l'avez vu, du binding fondu, donc du plastique blanc. Et après je suis revenu à mettre ce que vous n'avez pas forcément bien vu, de la paillette dorée qu'on voit un peu mieux là si on se rapproche. J'en ai remis un peu ici, hop, hop. Est-ce qu'on va voir à peu près? Et donc là je prends de la super glue et je bouche les pores pour encore avoir un peu de contraste avec certains pores qui sont restés blancs. Et ce sera plutôt assez cool parce que j'ai pas envie d'utiliser le bouche-port que j'ai couleur palissandre là-dessus, pour vraiment que la plaque de tête soit différente du reste. Surtout que si je mets du bouche-port, c'est vraiment pour la finition
cherry que ça ressort dedans. Enfin, de toute façon j'en aurais mis, mais de cette couleur là je veux dire. Et donc je veux pas forcément... voilà, déjà c'est pas mal. Donc en fait ça nous donne déjà un aperçu de ce que ça donnera lorsqu'il y a le vernis dessus. Et je reviendrai légèrement poncer dessus. Donc j'essaye d'appliquer ça le plus fin possible parce que c'est pas forcément facile à poncer. Ça met beaucoup de temps. Et donc ce que ça fera, c'est que au final, ça me permettra d'avoir moins de couches de vernis à mettre sur la tête. Puisque comme la tête sera entièrement du coup transparente, et ce sera ce bois là qu'on voit, il faudra mettre plus de couches de vernis transparent que les parties qui seront colorées cherry. Donc il peut m'arriver de repasser au même endroit parce que la plaque, le bois, la cyano, et des fois il reste quand même des trous. Donc ce sera quand même bouché par le vernis. Et ça me permettra d'en utiliser moins et d'acheter moins de bombes du coup. Vous voyez, j'ai un peu taillé le manche, enfin, fait la courbure du manche. Et en fait, si je fais cette étape-là, qui va être comme ça, c'est que par exemple, lorsque vous allez utiliser votre papier comme ça, en fait, de lui-même, il va faire en sorte que les courbes soient plus homogènes, en fait. Voilà. Donc ça pourra vous permettre d'avoir, si vous avez plus d'un côté que de l'autre, si vous avez des mouvements constants, de faire en sorte que ça se voit moins déjà, et aussi de pouvoir un peu gommer certaines vagues que vous pourriez avoir dans le manche. Donc si vous le voyez pas là, si je peux vous le montrer à la caméra, ce que j'essaye d'enlever, c'est ce qui est arrivé au début de la taille du manche. En fait, ce que je fais, c'est d'abord, avec la défonceuse, marquer le dos. Et comme j'ai un truss rod incliné, le manche n'est pas droit en fait. Il est plus épais beaucoup plus épais à ce niveau-là que... Donc ici c'est très très fin et donc j'ai essayé d'être le plus précautionneux possible pour pas enlever trop de matière. Donc c'est pour ça que même là, à un stade avancé de la courbure du manche, enfin là, du radius du dos du manche, j'ai toujours cette marque. En plus de la volute qui n'aide pas trop. On va faire ça.
On est sur le circuit de l'EBF 01, donc l'ombre insidieuse. Et donc on aura nos volumes manche, volume micro chevalet. Donc on a un circuit spécial, donc pour l'instant j'ai juste mis les masses et transformé les potentiomètres en volume là. Je vais vous montrer déjà le circuit. Si j'arrive à prendre mon bouquin. Donc en fait comme d'habitude je l'ai dessiné. Voilà ce que ça donne. Alors là pour l'instant je vais faire une seule partie. Donc vous verrez toutes les parties. Mais je ferai ça en plusieurs journées dessus puisque il manque le switch et la prise jack. Donc comme vous pouvez peut-être le voir là, le circuit est un peu spécial parce qu'il y a deux condensateurs au lieu d'en avoir un seul. Et c'est les circuits de EB0 des années 60. Et après on aura un circuit un peu normal typé Les Paul des années 50. Je sais pas pourquoi je ferme ça, parce que je mets ça. Et donc ce que j'ai pas fait, comme vous pouvez le voir, c'est de faire la tonalité de la façon dont 10 sur ce potentiomètre là, puisque celui-là sera un peu différent. Donc ce que je fais, c'est que je prends un de mes fils. Donc si vous avez déjà vu une de mes vidéos de câblage, ça sera pareil que d'habitude. Donc là, je cherche une pince. Hop, je prends ça. Hop, voilà. Donc en fait, je trouve ça plus pratique, moi personnellement, de mettre un fil plutôt que de plaquer directement la patte du potentiomètre enfin pour le mettre à la masse. Après vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein, mais moi je trouve ça plus pratique de faire ça. Au moins la soudure risque pas de couler le long du potentiomètre et de faire connexion avec les pattes. Donc, parce que comme je le rappelle, l'extérieur est une masse et les pattes sont ce qu'on pourrait appeler le positif. Donc là je regarde si il est pas trop sale, parce que sinon il ne fera jamais ce que je veux. Et donc on va souder ça. Hop. Peut-être que non. Et voilà le problème que des fois j'ai avec ce truc, c'est qu'il a du mal à faire ce que je lui demande. Donc là on va attendre. Donc je suis obligé, comme la chaleur n'est pas vraiment bien répartie, je suis obligé de tourner la panne pour que la chaleur se distribue bien dans le potentiomètre, ce que je ne devrais pas faire. Et en fait, le problème que ça peut entraîner, c'est que les potentiomètres ne sont pas faits pour encaisser une chaleur très élevée. Donc, je dois encore plus vérifier que les potentiomètres marchent toujours à chaque fois que je finis un circuit. Ce que j'ai constaté, c'est que des fois, ça change légèrement la tolérance la valeur du potentiomètre. En fait, ça peut aussi être dû que là, mon éponge, elle est un peu trop humide. Et par humide, je veux dire trop mouillée. Donc j'ai souvent des gros moments de solitude là. Hop, voilà. Et là, évidemment. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est du coup placer les condensateurs et ce sera tout. Donc je vais mettre deux condensateurs 0,47 en aigu et en... Alors basiquement, pour les basses, je préfère mettre des 0,47. En général, plus vous prenez une plage large, plus vous aurez de possibilités de réglage. Donc allez vers des valeurs
assez hautes, plus elles seront basses, plus vous entendrez pas trop la différence lorsque vous réglerez votre tonalité. Et donc, par exemple, sur les premières Fender, il y avait du 0,1, et ça c'est du 0,047, enfin ce qu'on appelle 0,47. Et donc ce que ça donne, c'est que l'action du condensateur est toujours là dans le circuit, même lorsque la tonalité n'est pas poussée. Et donc, du coup, ça change légèrement le son de votre instrument. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent, au lieu d'avoir un réglage, une grande plage de réglage, avoir quelque chose qui donnera le son le plus précis possible de leur instrument, voire même jusqu'à ne pas mettre de tonalité pour avoir le son direct sans le son qui passe à travers le condensateur. Donc là je mets du 0,47 je trouve que c'est mieux sur une basse parce que je trouve que les aigus sont vraiment des fois vraiment tranchés, et donc ça atténue un peu légèrement ça, et le cas échéant on peut vraiment doser comme on veut, donc ça donne quelque chose de plus versatile que d'avoir une tonalité qu'on n'entend pas et qu'on n'utilise pas, tout simplement. Alors, donc dans mon circuit, je vais en avoir un ici. Hop. Tac. Donc je plie les pattes pour qu'elles passent le mieux possible et que le circuit soit à peu près joli, hein. Je dis bien à peu près. Ici ça passera du milieu. Donc dans un circuit, si vous vous demandez où vous mettez la masse, vous pouvez la mettre sur n'importe quel potentiomètre sans problème, hein, puisque normalement, tous les potentiomètres à l'extérieur sont à la terre d'une façon ou d'une autre. Sur les circuits type Les Paul comme ça, moi j'aime bien faire ça, même si il y a une plaque en dessous d'aluminium, parce que au moins on est sûr que si on change électronique d'instrument, on n'aura pas de problème. Et lorsqu'on fait les réglages pour voir si tout marche bien, comme les potentiomètres, avant de le mettre dans la guitare, on n'est pas surpris ou on n'a pas besoin d'avoir une feuille d'aluminium sur soi. Et donc, du coup, vous pouvez mettre votre masse n'importe où. En général, on la met là où il y a déjà un point de soudure, c'est plus simple et puis c'est plus joli. Voilà, donc là je dois prendre un autre condensateur qu'il faut que je retrouve. Donc il doit être ici. D'accord. Donc ça c'est un 0,33. C'est généralement la valeur que j'utilise sur les guitares. Alors ce que je fais en général, c'est que je mets un condensateur avec une plus petite valeur sur le manche que sur le micro chevalet, sur les guitares en tout cas, parce que ça me donne quelque chose qui permet dans les réglages d'avoir quelque chose de plus, de moins tranché. Après les gens recherchent ça, mais peuvent rechercher ça, et moi je fais comme ça. Hop, donc là celui-là va aller ici et un des deux va aller là, et l'autre ira de la patte du milieu jusqu'à la patte de celle qui est ici, et celle-là ne s'utilise jamais sur les condensateurs, sur les tonalités pardon. Donc on va le couper tout de suite celui-là. Donc après vous n'êtes pas obligé de les couper, hein. Si vous faites des circuits que vous n'êtes pas sûr de les garder, mieux vaut mieux vaut garder votre patte si vous voulez vous en servir pour faire autre chose. Après si vous voulez garder ça comme des tonalités, il n'y a pas de problème, vous laissez comme ça. Donc moi ce que je fais avec les condensateurs, alors si je les ai gardés ce sera bien, mais sinon je vais en refaire d'autres. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un fil de... C'est de garder les gaines en tissu de mes masses en fait, et de les mettre au niveau des condensateurs pour les protéger, pour éviter que d'autres choses dans le circuit puissent les toucher. C'est une mesure de sécurité, normalement il n'y a pas besoin, mais je trouve ça bien de le faire.
faut ma pince. Hop, voilà. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Petite chaussette. Alors moi j'ai tendance à tout protéger tout le temps, hein, parce que au moins quand j'ai un problème dans le circuit, je sais que ça vient pas d'un court-circuit. Et donc ça me permet de mieux dormir la nuit. Hop. Et voilà notre petit condensateur qui déjà est techniquement bien branché. Donc on va faire les soudures tout de suite parce que l'autre condensateur après nous gênera pour faire ce qu'on veut. Voilà, comme ça. Donc, hop. Donc voilà, c'est bien connecté. Il va falloir que je repasse après à l'intérieur, au niveau du condensateur, le positif du switch, puisque c'est des câbles blindés qu'on utilise. Donc en fait on aura la fiche négative autour du positif, ce qui permet de faire une protection naturelle contre le rayonnement. C'est pour ça que ce câblage là, dès que je peux, même sur des câblages type Fender, j'utilise notamment pour les prises jack. Hop. Alors c'est un peu l'atelier collé à boule du centre aéré là, que je suis en train de faire. Hein. C'est très long et pas forcément très intéressant. Mais si ça vous amuse, bah c'est cool, hein, vous pouvez regarder. C'est fait pour ça. Et si vous, sinon, si vous avez du mal à dormir, vous voulez faire une sieste, je serais ravi de permettre à votre sommeil de marcher. Et c'est bon. Alors, voilà. Donc on met notre dernier condensateur. Mais il faut faire ça bien, la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Un singe ferait mieux que toi. Tuc tuc. Ah! Voilà. Alors je peux dire qu'il a... Sa spécialité c'est de bien faire les petites soudures crème. Mais pour ce qui est gros, il aime pas ça. Après, n'importe quel fer à souder n'aime pas ça. Donc voilà. Et hop, on a un circuit à peu près cohérent. Donc là, on aura nos switches qui vont passer. Et après, à ce niveau-là, on aura nos micros. Voilà. Donc, le micro passera au niveau de ce condensateur-là. Et là, au niveau de là où il n'y a rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gaines. Comme ça évite que le grounding touche du coup, le positif. Donc là on est sur un radius de manche qui est assez personnel, dans le sens où comme on a un manche typé vintage, on a toujours cette partie là qui sera plus épaisse, alors que les manches modernes vont plus avoir quelque chose
des fois semblables, par exemple sur la LG basse que j'ai acheté oscillait, et à la fin c'est pareil, on a un peu plus épais au milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est comme là le manche est vraiment très très fin, ce que je reproduirai peut-être pas dans le futur, j'ai décidé de faire un espèce de C qui s'approche d'un D et d'arriver vers quelque chose de plus ovale ici, ressemblant plus à pratiquement un V ou à un C ovale. Donc c'était ça qui était compliqué, c'était de faire en sorte que ce soit cohérent. Donc voilà. Et après il y a quelques petits ajustements encore à faire. Et sinon on est pas mal. Là il y a peut-être une bosse un peu enlevée par rapport à l'autre côté. Donc voilà, ça va plutôt bien au jeu. Et donc c'est comme on peut pas exactement faire un manche parfait, ce que je fais c'est de laisser un peu plus pour le pouce ici que de l'autre côté. Parce que je voulais pas revenir à la même courbure ici que là. Ça se voit pas, hein, mais ça se sent légèrement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est le renversement du manche. Et donc là, c'est un peu compliqué, comme j'ai d'abord fait à la courbure du manche. J'aurais peut-être dû le faire après. Et donc là, je vais devoir... bon, je vais utiliser la méthode PRS où en fait le renversement, je vais le mettre dans le manche et non dans le corps. Parce que c'est plus simple avec moins d'outils. Donc voilà, plus simple parce que quand vous mettez le renversement dans le manche, vous le voyez, en fait, vous allez faire un positif au lieu d'un négatif. Donc l'autre, vous aurez besoin d'une cale et de combler l'angle en mettant des petites pièces de bois pour mettre à plat la défonceuse et que l'angle soit bon. Tandis que là, vous avez juste à mettre sur le côté une pièce de bois à l'endroit où vous avez calculé l'angle, et vous enlevez tout le reste, et après vous vérifiez que ce soit perpendiculaire d'un côté à l'autre, et quand vous le mettez dans le corps, que le manche soit droit dedans, et ça devrait aller. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et j'ai jamais eu aucun problème. Donc là ça va être un peu épais, donc comme j'ai pas forcément confiance dans la scie pour découper vraiment droit ce que j'ai besoin, et en plus comme j'ai laissé un morceau, il tiendrait pas droit dedans, eh bien, je vais devoir me taper tout ça à la défonceuse, donc ça va être un peu compliqué et chiant, ça je le sais. Donc j'ai commencé avec une défonceuse avec un roulement qui va juste faire 1 cm. Et le problème c'est que je peux pas l'ajuster en hauteur parce que je dois pas entamer comme c'est, ça me sert aussi à poncer droit. Je peux pas me permettre de l'abîmer, donc j'ai juste mis à ce niveau-là. Et donc après il faudra sûrement que je le rebaisse aussi, c'est ça que j'ai pas remarqué. Donc on va voir ça. Donc en général ce dont je vous parle c'est des expériences vécues, hein. Moi j'ai déjà levé la défonceuse et tapé un coin, je l'ai pas senti. Mais il y avait un trou dans mon autre niveleur qui est plus petit. Et c'est pas très cool. Donc vous voyez là, je vais arriver à avoir fini ça, et du coup je passerai directement sur le manche. Et donc après du coup il faudra reponcer bien comme il faut, puisque c'est approximatif ce que ça va me donner. Et il se peut que ce soit pas perpendiculaire au bord. Et donc après, il faudra voir ensuite, lorsque vous mettez le manche dans votre corps, la planéité à la fois dans le corps et là-dessus, et que vous adaptiez et que vous vérifiez que la touche soit à peu près droite par rapport à la table de la guitare. Je fais les mesures pour pouvoir faire à la main l'entrée du talon dans notre corps. Donc voilà, j'ai besoin de faire des mesures assez précises, et après je l'ai diminué. Donc là en gros c'était 58 et 60 à ce niveau-là, ce que j'ai rapporté ici, si vous voyez. Donc moi je vois aussi. Hop, voilà. Il y a 2 lignes, et il y en a une, ça représente la fin du talon, et l'autre, le niveau où la touche s'arrête normalement. Hop.
Et donc on va mesurer après ici pour avoir la fin du talon. Sachant que comme il va être incliné, il va falloir que j'en enlève un peu derrière aussi. Hop. Hop, et normalement on a ici, d'accord. Ici le dessin du talon. Et on va vérifier tout de suite que ça marche approximativement. Hop. J'ai petit problème ici. Très peut-être mal tiré ici là. Donc là, j'utilise ma technique habituelle pour attacher le corps. Parce que si vous scotchez directement le double face sur du bois port ouvert, notamment le Corina ou certains acajou, la plupart des acajou, et ben les pores vont vraiment partir. Le bois est assez, comment dire, doux et surtout léger celui-là. Et donc ce qui fait que à chaque fois que vous enlèverez un bout de scotch, et ben vous enlèverez un morceau de l'instrument. Donc ce serait un peu dommage de faire ça. Donc je vous conseille d'utiliser cette technique là plutôt que celle avec la super glue, puisque la super glue peut passer sur les côtés. Donc si vous voulez que ce soit plus simple, utilisez ça. Donc là ce que je vais faire, c'est la même chose ici. Voilà, me coupe. Rien, à part ma main. Hop. Faut vraiment aller au bord, puisque de toute façon, je suis censé aller un peu à l'intérieur. Et le but, ce sera après en ponçant, de revenir jusqu'à ce que le manche rentre. Mais là, normalement, on a déjà une marge d'erreur qui est assez élevée, dans le sens où j'ai compté 1 mm de moins que la taille du manche, même si le manche sera un peu reponcé derrière. Ça permettra aux deux de bien être ajustés comme il faut quand je le voudrais. Donc en fait, là j'utilise des templates, des morceaux de MDF, ça n'a rien à voir. Et en fait j'essaye de trouver la partie où elle a été coupée à la machine. Comme ça, ça me donnera à peu près un plan à peu près pas mal. Donc je vais faire ça. Après vous pouvez vous dire que je dis tout le temps qu'il faut pas faire confiance à ça, mais comme je reponcerai avec une cale plate, ça compte en gros pas grand chose, hein, puisque je vais tout reponcer vraiment comme il faut. Donc voilà. Et donc là, du coup, on va vraiment faire notre défonce.
j'en suis dans les yeux. Et donc voilà, on a la première phase de notre... Hop. Donc on a quand même des ports qui s'enlèvent, ce qui est un peu embêtant. On va bien évidemment remplir avec des bouche-ports. Donc là on devrait un peu plus poncer, je pense, de ce côté-là que de l'autre, parce que comme vous le voyez, on est plus loin notre ligne qu'à ce niveau-là. Et après c'est plutôt pas mal. En fait là, si on regarde, je vais juste pousser ça un petit peu. Si ça ne rentre pas, c'est bon. Ça le principe, c'est... Et ça rentre bien pas. Pour dire. Donc en fait on devra l'enfoncer comme ça au final, le manche. Puis voilà.